tous, 200 millions de critiques à l'Institut du mot arabe, au cœur de Paris, est la seule émission que Dieu regarde, ou plutôt que Dieu surveille. Mais malheureusement, je n'ai pas son portable. C'est la raison pour laquelle j'ai donc contacté 4 éminents chroniqueurs, 4 éminents intellectuels qui ont le portable mobile de Dieu et qui sont donc des évangélistes suivants. Alain Gerlache, bonjour mon cher Alain. Bonjour Guillaume. Bienvenue donc ce portable de Dieu. J'espère que vous l'avez, autrement vous allez être punis. Michel Serrutier est à vos côtés, donc Michel, bonjour. J'hésite encore entre suppôt de Satan ou mobile de Dieu, mais enfin bref. Bonsoir. Mathieu Dugal. Vous les connaissez évidemment, puisque l'un travaille pour la Belgique, la radio-télévision donc belge, l'autre évidemment pour la Suisse. Et donc vous, Mathieu, pour Radio-Canada. Vous êtes très heureux d'être là. C'est là votre barbe a poussé. Oui, c'est ça. Ouais. C'est l'apôtre, c'est l'apôtre. D'automne. Hein. Dieu, tu nous regardes, Mathieu a la barbe qui pousse, c'est une sorte d'apôtre. Quant à vous, Estelle, je suis ravi de vous accueillir comme toutes les semaines. Oui, j'ai la barbe qui se va. Voilà. Le sommaire, il sera question dans cette émission de 200 millions de critiques de Xavier Dolan, qui est la superstar du cinéma québécois. Ce jeune auteur et réalisateur est abonné aux récompenses dans les grands festivals. Récemment, donc, ce dernier long métrage Momie, prix du jury à Cannes cette année, sort ce mercredi 8 octobre en Belgique, Suisse et France. Il est déjà à l'affiche du Canada et ce sera notre premier sujet de conversation. Figurez-vous que le jeu vidéo est la première industrie culturelle mondiale, on le sait trop peu. Les grands jeux coûtent plus cher que les plus grosses superproductions du cinéma. Ce sera notre deuxième sujet de conversation, d'entretien et évidemment de réflexion. Le troisième sujet donc, qui retiendra votre attention, c'est la bande dessinée et plus particulièrement la bande dessinée qui nous vient d'Afrique. Nous allons évidemment regarder, grâce à Estelle tout à l'heure, le zapping culturel. Voici donc le programme. Et c'était le sommaire. Premier sujet, Xavier Dolan, qui vous savez n'a que 25 ans. Ce n'est pas son premier long métrage, il a été récompensé au Festival de Cannes. Il est incontestablement l'un des prodiges du cinéma mondial. Le film s'appelle Momie, il sort dans quelques jours, il est déjà sorti au Québec. Voici Momie. The jury prize goes to Mommy by Xavier Dolan. Je veux profiter de cette tribune pour m'adresser à ma génération et à Jane Campion. The Piano is the first film I watched, and it was the first of many, many films I would watch. Some define who I am and what I love, but few changed my life in the way that your piano did. Your piano made me want to write roles for women, beautiful women with soul and will and strength. Not victims, not objects. A word for people of my age, my generation. Despite people who are entitled to their own tastes and will dislike what you do, some will dislike who you are. But let's hold on to our dreams because together we can change the world, and the world needs to be changed. Touching people, making them cry, making them laugh. There are no limits to our ambitions except for the ones we build for ourselves. En bref, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Tu l'aimes-tu? Ce qu'on vous amène, mademoiselle! Elle est vieille, mais elle me donne quand même. Il y a un chauffe-cul là-dessus. Tu veux un piton, là? Hey, Steve. Fucking hey! Steve. Ça arrive pas dans la vie d'une mère qu'elle aime moins son fils. Comprends-tu ça? Ok, ouais. La seule affaire qui va arriver, c'est que moi t'aimer de plus en plus fort. C'est toi qui vas m'aimer de moins en moins. Mais ça, c'est la nature qui est de même. Ça, c'est de même. C'est l'ordre naturel des choses, ça, Steve. Tu vas apprendre ça un moment donné, mon homme. Hein? Tu comprends-tu ce que je te dis? Hein? Tu comprends-tu ça? Hey! T'as-tu fait ton bagage comme que je t'ai demandé? Hein?
Xavier Dolan, donc fils d'un comédien et chanteur, qui va représenter donc avec ce film Mommy, donc le Québec aux Oscars pour les films étrangers. Il a commencé à faire parler de lui, il avait à peine 16 ou 17 ans, puisqu'on en est, mon cher Mathieu, au combienième long métrage? C'est son 5e. C'est énorme. À 25 ans. Ouais. Pour vous donner une ordre de grandeur, il était au TIFF, au Festival international du film de Toronto, il y a quelques semaines, et il joue dans un film d'un autre réalisateur québécois, Charles Binamé, Elephant Song. Et Charles Binamé a 65 ans, c'est son 7e long métrage. Xavier Dolan présentait aussi Mommy au TIFF. Il a 25 ans et c'est son 5e long métrage. Alors c'est un on va bout raconter l'histoire de Mommy, parce que c'est important de situer, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, l'argument de ce film. C'est un cinéma populaire. Donc vraiment, Xavier Dolan fait du cinéma populaire. C'est son plus populaire. C'est une histoire très touchante. Donc ça se passe dans un Québec fictif, donc dans un endroit où le gouvernement aurait promulgué une loi qui permettrait aux mères qui sont en détresse psychologique d'envoyer leurs enfants, qui serait la cause de ça, des enfants qui sont avec des difficultés d'apprentissage. Anne Dorval, qui joue cette mère-là, qui est complètement éplorée, qui a de la difficulté vraiment à arriver dans la vie. Et donc, elle décide de rapatrier son fils chez elle parce qu'il a mis le feu dans une cafétéria où est-ce qu'il est interné. Il a mis le feu partout. Trouble de comportement. Et donc, on voit cet amour maternel. Il y a quelque chose de vraiment extrêmement touchant dans ce film-là. Et c'est viscéral. C'est viscéral, c'est tourné de manière extrêmement nerveuse également. Et on sent les thèmes qui reviennent. Hein, parce que Dolan parle beaucoup de sa mère. Hein, la figure maternelle dans les films de Dolan, c'est très présent. Et là, je pense qu'il vient de frapper. On dit au Québec, il a frappé un coup de circuit là, avec ça. C'est une métaphore de baseball. Mais... Ce qui, moi, m'a plu et j'espère vous plaira, c'est aussi ce mélange à la fois de modernité dans la manière de tourner, parce qu'il y a un côté à la fois polar, en même temps Larry Clark, et c'est amené avec quelque chose d'extraordinaire qui est un langage qui, évidemment, pour nous francophones hors Québec, c'est une sorte de Rabelais d'aujourd'hui. Quand la mère lui dit « t'as été fini avec de la pisse », parce que le type fout tout par terre, ou quand il interpelle le chauffeur de taxi black et qu'il traite de kirikou, le type devient complètement hystérique. Il y a une liberté. J'ai pris ces deux exemples exprès. On imagine mal dans un film français quelqu'un qui dira à son gosse en lui tapant dessus « t'es un connard, t'as été fini avec de la pisse ». Non, mais imaginez, quand on regarde, par exemple, je pense tout de suite à Trainspotting, c'est un peu l'équivalent. On a de l'argot écossais comme il y a de l'argot... C'est que nous, on est peut-être trop sages en France et qu'on est trop policés, mais c'est vrai que moi, je connaissais pas le joual et on comprend qu'il y a c'est ce sabir populaire québécois où c'est incompréhensible. À Norval, c'est très exotique pour nous. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est dans quelle mesure, justement, le joual, c'est quelque chose qui est véritablement transgressif, où les expressions qu'on entend dans le film, pour en venir à ce que disait Guillaume, sont finalement de l'ordre de la métaphore ou l'utilisation quotidienne. L'appropriation du joual dans l'histoire du Québec, ça a été un fait extrêmement important dans la Révolution tranquille. Il y a eu des romans qui s'en sont réclamés. On pense par exemple Les Cabochons d'André Major, mais ça, on est dans les années 60. Et il y avait d'ailleurs des magazines, des revues qui revendiquaient cette appropriation de cet accent québécois, parce qu'il faut dire qu'auparavant, au théâtre, à la télévision au Québec, il y avait un accent très franchouillard. Et au Québec, ça fait partie de la Révolution tranquille, cette espèce de réappropriation-là, on appelle ça le joual. Mais pour vous dire que nous, en fait, au Québec, ce langage-là, il fait partie de la vie, en ce sens qu'on peut le prendre aussi. Moi, je veux dire, je vais peut-être mieux châtier mon français quand je suis ici, mais c'est des niveaux de langage, et on est capable de jouer dans ces niveaux-là. Moi, j'ai eu l'impression de voir le premier film du 21e siècle qui m'a été donné de voir. Je veux dire, à la fois en termes, à la fois. Non, mais d'abord, c'est le premier film Instagram que j'ai vu. Bon, faut dire qu'il parce que c'est carré. Le format est carré, et du coup, il s'en découle toute une esthétique. Vous parlez, il y a une proximité avec une proximité, visages, mais tout ça, c'est le langage Instagram. Et dans ma bouche, ce n'est pas du tout une critique, bien au contraire. Mais c'est aussi un film qui est au-delà de toute une série de conventions classiques pour décrire la société, pour décrire des conflits sociaux, le lien maternel, les rapports psychologiques. C'est vraiment, pour moi, le premier film du XXIe siècle. Et ça donne malheureusement un coup de vieux à toute une série de productions. Moi, je trouve qu'on prend une claque quand on voit ce film, surtout. Alors après, peut-être, en plus,
quand on est une mère et qu'on... Voilà, c'est incroyable parce que ça nous remet... Ou quand on est fils. Ou quand on est fils, effectivement. Moi, j'ai pensé à mon fils tout de suite. Il y a un rapport. On a l'impression, quand vous dites, moi aussi, j'étais sous le choc, je suis sortie, il faisait très beau. Et pourtant, il fait très beau. C'est ça aussi où Dolan est fort. C'est-à-dire que l'histoire est bouleversante, elle est viscérale, mais le tout dans un décor. Enfin, il y a des très belles lumières, les actrices sont magnifiées, mais il y a cette histoire qui est quand même terrible entre une mère et son fils. C'est quand même la mise en scène de l'adolescence, comme un endroit blessé par la famille, classique, et en même temps qui est une revendication fondamentale. On l'a vu d'ailleurs quand il reçoit son prix à Cannes, il dit merci pour ma génération. Oui, mais c'est à ça que je faisais allusion en parlant de films du 21e siècle. Hein. C'est quand il dit c'est ma génération, ça fait écho d'ailleurs à ce que nous écoutions à ce moment-là dans notre génération, My Generation, n'est-ce pas? Eh bien, je trouve que c'est vraiment le film d'une génération, mais d'une génération qui commence, pas d'une génération qui va se terminer. C'est vraiment pour moi, même si c'est pas son premier film, c'est vraiment le début de quelque chose. Moi, je voudrais qu'on vienne sur la manière dont c'est filmé, parce que ce qui est contemporain, c'est qu'il y a quand même dans tout ça un aspect dans le côté, j'allais presque dire frénétique de la caméra, dans ce cadre qui est effectivement carré. Il y a un aspect post-Scorsese, c'est-à-dire que tout va extrêmement vite, les plans se succèdent, les longs, les larges. Il y a la scène extraordinaire où il danse avec un caddie. Ouais. Il faut dire me rappelait Série Noire d'Alain Corneau quand Patrick Devers se tapait la tête contre la voiture. Là, il danse pendant 5 minutes avec un caddie. C'est un ballet magnifique qui est le ballet de l'adolescence. Et d'ailleurs, il est son propre monteur. Il faut le souligner. Vous avez déjà dansé avec un caddie? Ni de golf, ni de supermarché. Là, c'est un caddie de supermarché. Oui, je m'en souviens. Mais ce qui est formidable, enfin, ce qui est redoutable dans la manière... Tout le monde est pour, on va voir ce qui se passe. Oui, mais c'est difficile, effectivement. Quand vous sortez de ce film, c'est difficile de dire c'était pas bien. Enfin, c'est impossible, le film. Voilà, allez voir le film, quoi. Il est super, ce film. Mais ce qui est impressionnant, c'est dans la manière dont il filme. La réflexion intervient après coup, c'est qu'il nous embarque là-dedans, presque à notre corps défendant. On n'a pas la possibilité d'en sortir. C'est filmé en carré. Ça démarre très très vite. Ça démarre très vite, mais il n'y a pas les paysages autour, donc on est dedans. C'est filmé très proche des personnages. Et puis en même temps, c'est presque filmé comme un observateur neutre, paradoxalement. On n'a pas l'impression qu'il prend parti, mais du coup, on est complètement embarqué dans cette histoire. Il y a le débit. Enfin, c'est assez amusant de voir son débit à Cannes et le débit du film. C'est un flow, quoi. Mais ça nous embarque là-dedans. Et jusqu'au bout, on est tenu là-dedans. Et après, il y a la chute qui arrive et on en ressort. Et disons quand même un mot des acteurs qui sont exceptionnels. Magnifique. Les moi, trois. je crois que chez Dolan, je préfère ses actrices. Enfin, je pense à Anne Dorval, qui est sa mère de cinéma, qui était dans J'ai tué ma mère, où il réglait ses comptes. C'est le côté Gina Rollins qu'elle savait. Oui, d'ailleurs, il faut souligner que son premier film, c'était J'ai tué ma mère, parce qu'il a eu de véritables problèmes avec sa mère. Ce film-là lui est adressé. Pardonnez-moi, mais ça se sent. Et dans Mommy, il met en scène, justement, c'est une espèce de rédemption. Parce que dans Mommy, il s'est réconcilié avec sa mère. Question désagréable, il paraît qu'il est désagréable. Moi, je l'ai eu quelques fois en entrevue. Moi, je peux vous dire qu'en tant qu'intervieweur... Non, mais les gens disent parfois, mais les journalistes, il ne faut jamais les écouter. En plus que Dieu nous regarde. Mais il est désagréable. Je pense qu'il a une tête comme ça. Mais ça dépend de la manière dont on le prend, parce que c'est quelqu'un qui... Ça va très vite dans sa tête. C'est quelqu'un aussi dont les références culturelles sont multiples. Et je pense que si on fait l'effort de se placer à son niveau, de lui poser les questions... Lui, il n'aime pas poser des questions sur comment ça s'est passé sur le tournage. Oui, mais il a aussi... Il a raison. Non, mais c'est ça. Mais on lui pose des questions plates, il va répondre platement. Mais c'est quelqu'un qui... on est capable d'élever le niveau rapidement. Et pour avoir fait des expériences de tapis rouge, souvent, je peux vous dire qu'en général, les tapis rouges, c'est terrible pour les entrevues. C'est la pire situation de communication. On va rappeler que les expériences de tapis rouge, ce sont les red carpets où justement on entre dans les festivals. Parce qu'autrement, on va se dire, qu'est-ce que fabrique Mathieu Dugal dans l'expérience de tapis volants rouges avec des cartomanciennes et des balais? Non. Dans une autre vie. Mais donc, j'ai fait des tapis rouges et je peux vous dire, c'est pas l'idéal pour des entrevues. Et Xavier Dolan, sur un tapis rouge, il y a une bulle qui se crée autour de nous et on a l'impression vraiment qu'il nous répond. Il prend vraiment la peine de répondre à notre question. Il n'y a pas des réponses préfabriquées vous avez une expression, vous avez promis Mathieu de la dire, donc il ne fait pas la cassette. Il ne fait pas la cassette. Donc, il sort pas, on dit sortir la cassette, c'est-à-dire d'avoir la réponse préfabriquée qu'on va donner à tous les journalistes. Les éléments de langage. Et lui,
il n'a pas ça. Et c'est quelqu'un qui a une culture extrêmement large et dont il faut profiter en entrevue. Puis je pense que c'est ça qu'il faut se dire quand on va le faire en entrevue. Mais il est un peu mégalo, c'est ça aussi. Il a un petit côté mégalo, parce que quand il avait été sélectionné avec Laurence Anyway dans Un certain regard à Cannes, il n'était pas content parce qu'il voulait être dans la compétition officielle. Et même quand il a eu le prix du jury, on sentait que, bon, lui, il veut la palme. Même mais d'ailleurs, mais il bosse, il a dit, il faut oser, rêver, travailler. Mais c'est vrai qu'il a ce côté-là, mégalo. Et d'ailleurs, il a dit en entrevue, ça, c'est vraiment, ça le définit très bien, c'est qu'il est déçu de ne pas avoir eu la Palme d'Or pour Mommy parce qu'il ne sera jamais le plus jeune décoré, parce que c'est Soderbergh qui avait eu la plus jeune Palme d'Or avec Sex, Lies and Videotapes. Il avait 25 ans et lui, il a passé les 25 ans. Donc, sa prochaine Palme d'Or, en fait, sa première Palme d'Or, il sera plus vieux que Soderbergh. Et c'est une de ses déceptions. Ça arrive d'en avoir, même quand on est Xavier Dolan. Comme quoi, il est très utile de détester sa mère. Ça donne un film formidable et une carrière qui démarre donc aux alentours de 20 ans et qui va nous faire commenter ses œuvres pendant des années. Il a déjà fait d'ailleurs la une de la plupart des journaux culturels en France avant même que son film soit sorti au milieu du mois d'octobre. Je regarde avec mes lunettes foncées. Xavier Dolan est tellement talentueux depuis des années que je le trouve extraordinaire, il mérite toute sa gloire. Louise La Traverse, Xavier Dolan, aidons-le à réaliser son rêve, que son film soit populaire au Québec. On partage et on fait la chaîne, ce qui prouve que pour certains, justement au Québec, qui ont une sorte de fascination pour lui, on sent que la bataille n'est pas encore totalement gagnée. Il se porte en faux, en fait, il se place en faux contre un certain anti-intellectualisme qui est très présent au Québec, et je pense que c'est ce qui fait que ses films ne sont pas aussi populaires qu'il le voudrait. C'est quelqu'un qui monte au front régulièrement pour défendre des investissements publics en culture. C'est quelqu'un qui va aller... Un combattant. C'est vraiment un combattant. Et pour défendre Céline Dion. Pardon? Et aussi des défenses Céline Dion. Ben, il l'amène souvent dans ses films, d'ailleurs. Et c'est parce que sa mère l'écoutait beaucoup. Voilà. Hein, donc, il y a mais toujours lui, il cette aime bien espèce de aussi. lien-là. Mais lui, il aime bien aussi. Est-ce qu'il y a un lien, en fait, qu'il déteste sa mère? Non. Pardon? Non. Mathieu, Godard en Suisse, c'est même pas sûr qu'il soit vraiment reconnu encore aujourd'hui. Il a le temps. Et pourtant, ils vont partager le prix ensemble. Xavier Dolan donc, et Jean-Luc Godard. Deuxième sujet de ce 200 millions de critiques, en vous rappelant que nous sommes donc à l'Institut du monde arabe, dominant Paris. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, à nous, oui. Première industrie culturelle du monde, ce n'est pas le cinéma, contrairement à ce qu'on raconte, malgré Hollywood et malgré Bollywood. Non, ce sont les jeux vidéo avec une forte composante au Québec. Nous allons en parler dans un instant. Voici un petit reportage sur Ubisoft. C'est dans cette ancienne usine de textile située en plein cœur de Montréal qu'Ubisoft abrite son quartier général. Quand l'entreprise française s'est installée dans la métropole québécoise en 1997, attirée notamment par des avantages fiscaux très généreux, les bureaux n'occupaient que le 5e étage et n'y avaient que 50 employés. 17 ans plus tard, l'ensemble du bâtiment appartient à la compagnie et quelques 2700 personnes travaillent dans la filière montréalaise, dont 80% directement sur la production de jeux vidéo. Le studio montréalais est le plus gros de l'entreprise et le plus grand dans le monde. Montréal est devenu, pour Ubisoft, un bassin de talents inépuisable. Un talent sans commune mesure, en quantité, mais surtout en qualité, parce qu'on est dans une industrie de talent. Et ça a été définitivement le catalyseur de la croissance dont vous parlez. C'est à Montréal qu'Ubisoft a produit ses plus gros succès commerciaux, les séries Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs. Au total, la compagnie distribue plus de 80 jeux dans plus de 55 pays dans le monde. Un succès qui s'explique notamment, selon Yanis Mala, par cette petite touche, cette créativité, cette audace francophone qui font que les jeux d'Ubisoft se distinguent des autres. Je pense que la position privilégiée du Québec notamment, fait en sorte qu'on a d'un côté ce goût de l'originalité, mais aussi parce qu'on est en Amérique du Nord, on a des équipes de création qui savent parfaitement ce que c'est qu'un blockbuster, qui savent parfaitement quels sont les mécanismes qui résonnent dans notre audience, et on a ce mariage heureux. Je pense qu'on a une ambition c'est même, je dirais, québécoise derrière qui pousse à vouloir être le premier studio au monde. Dans cette salle, des joueurs testent le prochain jeu qui sera mis en vente en novembre, observé derrière des vitres sans teint par des spécialistes d'Ubisoft. La compagnie a aussi mis sur pied avec l'Université de Montréal une chaire de recherche sur l'intelligence artificielle.
Dans cette industrie en perpétuelle évolution technologique, il faut penser sans cesse à demain, au risque de disparaître. Ubisoft Montréal n'a pas l'intention de dormir sur ses lauriers. Voilà, donc excellent sujet de Radio-Canada. Assassin's Creed donc, est réalisé dans les locaux d'Ubisoft à Montréal. Je voudrais donner 2 ou 3 chiffres qui sont importants. Il y a pratiquement 30 millions de joueurs en France, c'est pratiquement un Français sur 2 qui joue, et 66 milliards d'euros, figurez-vous que c'est le chiffre d'affaires des jeux vidéo, ce qui en fait la première industrie culturelle mondiale. Et ça se passe chez vous, mon cher Mathieu. On est bien content. Vous rappelez tout aujourd'hui, vous, Xavier Dolan, le jeu vidéo. Et d'ailleurs, moi, je suis un très, très grand, on dit au Québec, un gamer. Donc, moi, je joue à des jeux créés. Alors, quand je joue à des jeux vidéo à Montréal, c'est presque de l'artisanat local parce que c'est à quelques kilomètres d'où je joue. Là. Donc, c'est très, très gros. Le jeu vidéo au Québec, c'est environ 10 000 emplois. Au Canada, imaginez, c'est 16 000 dans l'ensemble du Canada, mais c'est seulement le quart de la population du Canada au Québec. Non, je vous imagine pas en train de jouer à Call of Duty le soir quand la nuit tombe. Vous seriez étonné. Et vous flinguez à tour de bras tous les types qui passent dans les voitures. À part ça, il est pile poil dans la cible. Il faut savoir, une des statistiques les plus étonnantes quand on regarde les jeux vidéo, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est un truc de jeunes, de très jeunes, mais en réalité, les gens qui dépensent le plus pour les jeux vidéo quand on regarde les stats, c'est des gens... C'est des faux jeunes comme Mathieu. Non, c'est les 30, 40, 25, 40. Oui, mais la moyenne d'âge est au-dessus des joueurs, est au-dessus de 30 ans. Je crois que c'est plutôt masculin, enfin peut-être que je me trompe, mais... Ça change de plus en plus. Là, je redécouvre les joueurs de Zelda, de Pokémon, de Mario. Quand on a un enfant, effectivement, ils sont totalement immergés dans tous ces jeux. Et j'ai aussi découvert qu'effectivement, on a un fort potentiel créatif chez les Français, puisque avec Paul Cuissé, Michel Ancel, ce sont des gens qui ont signé des jeux vidéo. Mais après, j'ai remarqué qu'Assassin's Creed est très, très beau. C'est très beau, mais j'ai peur que ce soit chronophage, moi, les jeux vidéo. Je ne sais pas comment vous faites. La télé aussi. Toutes les enquêtes qui sont faites par les psychomotriciens, par les gens qui s'occupent, par exemple, de la recherche sur le cerveau, il y a un seul truc qu'ils vous disent, c'est tout ce qui est du domaine des écrans, c'est ce qu'il y a de pire pour le développement du cerveau. Ça fonctionne sur les réflexes, mais ça, ils le disent tous, ce qui n'est pas une manière de les enfants. Ça dépend. Il y a des études aussi qui s'intéressent à la mémoire, aux réflexes, à la motricité, et les jeux vidéo là-dedans peuvent avoir vraiment des effets bénéfiques. Si vous voulez devenir pilote de Formule 1, mais il y a aussi ce qu'on appelle le jeu sérieux, serious game en anglais. Et là, ce sont des jeux vidéo qui sont utilisés pour de l'apprentissage, aussi dans la réhabilitation de certaines fonctions de motricité, etc., dans le domaine médical, social. Bon, ce sont tous des applications du jeu vidéo, rééducation, qui sont importants. Cela dit, on n'a pas besoin de s'abriter derrière le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est aussi le plaisir, c'est aussi des aventures, c'est aussi de la fiction. Et donc, reprenons-le comme tel. Non, mais acceptons-le comme tel. Le problème du jeu vidéo, et c'est aussi le cas, par exemple, en Belgique, c'est que ce n'est pas pris au sérieux comme étant du divertissement, voire aussi de la culture. Il n'y a aucune gêne à dire que le jeu vidéo fait aussi partie de la culture. D'ailleurs, les enseignes culturelles vendent les deux. Ils vendent des livres et des jeux vidéo. Voilà, beaucoup de gens qui voudraient créer des jeux vidéo, etc., se sentent un petit peu rejetés ou alors ne bénéficient pas. C'est le problème de l'industrie du jeu vidéo, par exemple, en Belgique francophone. Ça ne bénéficie pas de soutien, soit des pouvoirs publics, soit des entreprises privées qui estiment que ce n'est pas prioritaire, ce n'est pas important. En France, par exemple, c'est totalement différent. Tout près de chez nous, il y a dans la région du Nord, Pas-de-Calais, une véritable industrie du jeu vidéo qui s'est créée, avec aussi des filières de formation. C'est pris au sérieux. C'est un vecteur de la culture francophone. Disons-le, à l'Organisation internationale de la francophonie, le jeu vidéo est un vecteur de la culture en français. Pardonnez-moi de vous attendre, nous avons chanté tous les 5 les louanges de Xavier Dolan. Nous sommes en train de chanter tous les 5 les louanges du jeu vidéo. Ça suffit. Alors, qu'il y ait un contenu culturel dans les jeux vidéo, oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas retenir quand même une grande partie, disons, de ce que considèrent beaucoup de gens qui viennent du monde du livre, qui disent que c'est quand même la plus grande entreprise d'abrutissement. Mais non, même Guillaume, parce que les livres... On a dit la même chose de la radio et de la télévision. Je mets du tison dans le feu, je mets du tison, mais j'ai pas dit le contraire. On a dit ça à chaque fois qu'une nouveauté culturelle est arrivée. Quand il y a eu la généralisation de l'imprimerie,
on s'inquiétait du fait que les gens allaient lire seuls dans leur coin parce qu'il n'y avait plus de lecture publique. Alors, à chaque fois que des technologies comme ça arrivent, il y a toujours un recul. Quand le cinéma est arrivé, on a poussé les hauts cris, les gens du théâtre, c'est la fin du monde, puis blablabla. Et qu'est-ce que c'est? Bon, on a une nouvelle... C'est un truc de vieux con, ce réflexe. Mais je l'assume. Non, mais je pense qu'il y a une question de génération aussi là-dedans. Et quand on est né avec ça, on est capable de voir aussi ce que ces jeux-là sont capables de faire. Totalement hermétique, hein, parce que je crois qu'on a le même âge. Mais cela il y a dit... une vraie qualité artistique, on vient de le voir dans Assassin's Creed, qui a une qualité d'animation. C'est pour ça que les Français... Personne ne le nie, Et puis peut-être... Ben oui, voilà, mais au moins, j'essaye de défendre un peu le jeu vidéo. Mais il y a aussi, ça nous replonge dans la Révolution française, donc on peut voir un côté éducation. Mais quand on parle... Parlons de francophonie et parlons de jeux comme vecteur de médiation culturelle. À Montréal, actuellement, une des grosses compagnies, c'est une compagnie de jeux vidéo. Imaginez une usine... Est-ce qu'il reste en France des usines où il y a 3000 personnes qui travaillent? Est-ce qu'il en reste? Oui, bien sûr. À Montréal, au centre-ville de Montréal, il y a un studio, celui d'Ubisoft, qui emploie près de 3000 personnes. Ils font des productions de 200, 300 millions de dollars. C'est plus que les films de Cameron. Et ça rayonne partout dans le monde. J'ai des amis, moi, qui travaillent là et qui ont rencontré des Français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui viennent travailler à Montréal. Vous avez piqué beaucoup de Français, quand même. Et donc, les Français vont travailler à Montréal. Il y a beaucoup de... En fait, il y a des rencontres culturelles qui ne se seraient pas réalisées n'eût été du jeu vidéo. Il y a de l'immigration qui est liée à ça. Il y a beaucoup d'activités économiques. Mais de l'influence ça fait aussi considérable sur le cinéma, puisque maintenant, il y a de plus en plus de films qui viennent du jeu vidéo ou qui s'inspirent de l'esthétique des jeux vidéo, comme il y a eu du cinéma qui s'inspire de la bande dessinée. Mais je crois que le rapprochement avec la bande dessinée est tout à fait adéquat. La bande dessinée a aussi été au début considérée comme quelque chose pour les mômes, etc. Et puis la bande dessinée a évolué et est aussi un vecteur d'apprentissage. Moi, j'ai appris plein de choses avec les BD que j'ai lus quand j'étais enfant. Non. Et Michel aussi. Si je puis donner un point de vue de parents, la grande difficulté du jeu vidéo aujourd'hui, c'est à un moment de décrocher, parce que ça correspond quand même à une addiction, et une addiction qui se fait à plusieurs, parce que quelquefois les gens chattent, font des jeux vidéo ensemble. Après, quand vous arrivez avec Stendhal, Rabelais, etc., ça devient quand même très compliqué. C'est l'expérience du papa que je suis qui peut vous le dire. C'est très compliqué. Lui, il est grand, il est sorti de l'école, sa vie est faite. Mais quand ils ont 14-15 ans... Les séries télévisées aussi. Mais oui. J'ai pas dit le contraire. Oui, non, mais c'est vrai que je n'ai pas dit le contraire. Il y a un côté addictif, effectivement. Nous allons passer au Cervin maintenant avec Michel. Non. Ouais. Alors, je dois vous avouer très franchement que moi, les jeux vidéo, ça fait 2. Je ne joue pas aux jeux vidéo. Estelle, bienvenue. Par contre, évidemment, je me suis un petit peu renseigné sur la chose. Et quand je vous entendais parler tout à l'heure, je remarque que la Suisse, elle, a pris le virage des jeux vidéo, paradoxalement, il y a quelques années. Alors, pas du tout au niveau de ce qui se passe dans les grandes industries, qu'elles soient canadiennes, américaines ou anglaises. Petit pays, grand Cervin, mais petit pays. Alors nous, semble-t-il, en Suisse, on s'est développé une spécialité dans ce qu'on appelle les casual games, les petits jeux sur application, téléphone et autres, ou les serious games également, des jeux pour entreprises ou autres. Et là, à ma grande surprise, j'ai découvert que depuis quelques années, la Suisse avait pris ce virage-là, aidé aussi institutionnellement, on revenait à ce dont on parlait par rapport à la Belgique, il y a des filières de formation qui étaient mises en place, il y a la culture... Tout un écosystème, quoi. Il y a la culture, donc le département de la culture qui aide ou qui encourage ce type de développement-là, et la Suisse ferait, je le dis au conditionnel à ma grande surprise, parmi les leaders mondiaux en termes de ces petits jeux-là qui sont rapidement téléchargés. Et d'ailleurs, vous savez, Michel, c'est souvent, c'est ce qui fait monter la moyenne des femmes joueuses, des femmes gamers. Ce sont ces jeux-là. Et actuellement, dans le jeu vidéo, on a une parité. Vous savez, parmi les gens qui jouent régulièrement, on est pratiquement à 50-50 entre les hommes et les femmes, parce qu'il n'y a pas un type de jeu vidéo, il y a des jeux vidéo. Jouer au solitaire sur son téléphone portable, ça fait partie du jeu vidéo. Tetris fait partie du jeu vidéo. Oui, donc, c'est extrêmement large. C'est terrible, je n'aime aucun jeu, que ce soit même tout ce qu'il y a sur les... Même pas sur les smartphones, même pas Angry Birds sur votre smartphone. Je supplie, arrêtez. Il paraît que 40% des joueurs sont des joueuses. Eh bien, écoutez, je n'en fais pas partie. Je vous propose les tweets suivants. Axel Lemaire, l'inauguration du Labcom Brain Innovation au sein donc de je ne sais pas quoi Institute me convainc un peu plus encore que les jeux vidéo,
c'est du sérieux, c'est du sérieux. N'empêche qu'entre Minecraft et le démineur, qu'on ne vienne pas de dire qu'il n'y a pas de jeu donc chez Microsoft, parce que les gens sont très pointus, ceux qui nous envoient des tweets, et qui peuvent réagir par leur tweet et sur le site de TV5 Monde sur ce sujet. Je veux le nouveau Assassin's Creed. Donc les gens qui nous écoutent et qui communiquent avec nous sont passionnés par ces jeux vidéo. Voilà pour ce deuxième sujet. Nous allons parler dans un instant d'une activité qui est la bande dessinée. Estelle, on se retrouve à la prochaine émission. Auparavant, nous allons découvrir le zapping culturel de la semaine grâce à vous. Un petit mot, qu'est-ce que vous dites aux mannequins là, à quelques secondes? Je leur dis qu'on va démarrer. C'est une mode presque pour la rue. Après avoir fait les supermarchés, ça c'est la vie, c'est les femmes qui marchent dans la rue. C'est plus presque un mode de vie qu'une mode. Bébé reste un mythe et il a 80 ans aujourd'hui. Le fossé qui sépare la langue de Corneille du cinéma d'animation des frères Guillaume a plus de 3 siècles. Le secret de la longévité, c'est quoi? C'est la qualité. C'est la qualité, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. 30 ans déjà. Et pourtant, ce refrain-là, difficile de l'oublier. La petite ouvrière de Pittsburgh qui rêvait de devenir danseuse. Le film avait connu un énorme succès avant d'être monté à Broadway. Aujourd'hui, Paris s'en empare. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On entend Godot, c'est vrai. On est africain, on est dans cette attente permanente d'un autre Godot. Cette espérance d'une vraie démocratie un jour. Le 7-9 de l'été, sur France Inter. C'est l'heure des petites morts de Pierre Lapointe. Vous êtes beau. Le saviez-vous? Au Québec, je suis très connu. En fait, ça se voit pas, mais je suis une grande star chez nous. Comme l'affiche d'une romance italienne, avec Venise pour décor, Georges Clooney, 53 ans, et Amal Alamoudine, 36 ans, affolent les photographes. Hier soir, place de Brocaire, devant quelques badauds, les VIP du monde culturel et politique flamand, autrement dit les Bucken Vlamingen, s'étaient mis sur leur 31 pour assister à l'avant-première du film. Mathias Koenarts était évidemment de la partie. Alors Hollywood, Paris, Bruxelles, qu'est-ce qui a votre préférence pour le moment? Bruxelles. Bruxelles? Ah ouais, absolument. Il est 9h du matin et pour toute l'équipe du film, le Nouveau Testament débute le 49e jour de tournage. Action! Pour Damiens, c'est une première collaboration avec Jaco. Il m'a proposé 2 rôles, il m'a dit lis le scénario, puis choisis, et puis j'ai pris le rôle le plus important des deux. Ça avait plus de cachet, donc plus de pépettes. Pas complètement con. Elle ne compte plus les prix musicaux, mais celui-là est pour son engagement humanitaire. La chanteuse d'Arcade Fire, Régine Chassagne, a été honorée ce soir par le Festival du film Black de Montréal. Ben oui, ça paraît pas, mais bon, ma famille est d'Haïti, ma famille est de toutes les couleurs. Moi, ça paraît pas vraiment. Je suis comme le riz blanc, là, ça paraît pas. Là. Le ravissement des innocents en français donne la mesure poétique de ce roman, salué comme l'acte de naissance d'un grand écrivain par des grands noms de la littérature mondiale. L'histoire d'une famille entre le Ghana, le Nigeria, mais aussi les États-Unis et l'Europe, composée comme une symphonie. Je suis à mon apogée, là. Je ne vois pas bien ce que je pourrais faire après ça. Give my love to London, c'est une façon ironique de saluer les Anglais de Paris, où elle vit depuis 13 ans. C'est aussi l'occasion de retrouver la scène, une tournée mondiale, sur la route, pendant presque 1 an. Voilà, c'était donc le zapping culturel de la semaine grâce à Estelle. Maintenant, nous allons aborder un 3e sujet qui n'est pas si éloigné du jeu vidéo, car on a souvent critiqué la bande dessinée, le 9e art, pour son manque de contenu culturel, ce qui est évidemment totalement faux. La bande dessinée, vous la connaissez, les grands auteurs, Uderzo, évidemment les grands héros, Astérix, Lucky Luke, Tintin et bien d'autres. Nous allons nous intéresser grâce à Lise Laure. Bonjour Lise Laure, je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Bonjour. À la bande dessinée africaine et notamment à un auteur qui est au centre de ce reportage qui a été réalisé par nos confrères d'Arte, qui s'appelle Didier Cassagne. On se retrouve sur le plateau dans un instant, juste après. Scénariste, dessinateur, aquarelliste, Didier Cassagne expose dans cette galerie de Bangui
avec parfois un clin d'œil à un pionnier de la BD. Si le nom de Didier Kassaye a franchi les frontières centrafricaines, c'est comme chroniqueur d'un conflit qui le touche de près et qui nourrit son œuvre. Ce que je vis, ce que je sens, ce que je respire, ce que j'entends, chaque heure, chaque minute, chaque jour, c'est ça qui me permet d'exister, ça me permet d'avoir plus d'inspiration. Didier est chrétien, sa femme musulmane. Leur maison a été pillée, détruite. Ils sont passés par un camp de réfugiés avant d'emménager ici avec leurs enfants et une sœur de son épouse. C'est au fait un peu rare d'avoir dans nos secteurs de couple mixte, musulmans et chrétiens. Nous, on fait un peu la particularité. Je peux dire qu'avant les événements, on vivait en parfaite harmonie. Et moi, avec ma belle famille, il n'y avait pratiquement pas de soucis. Désormais, Didier et sa famille se tiennent le plus loin possible des extrémistes. Son atelier est fermé, c'est ici que le dessinateur travaille. Ce dessin, c'est l'image de couverture de mon projet qui sera édité en France chez la boîte à bulles. Tempête sur Bangui, le premier tome, doit paraître fin 2014. Sur cette planche, l'auteur aborde le meurtre de la photoreporter française Camille Lepage le 13 mai dernier. Le Séléc a été accusé d'abord, ensuite c'est des anti-Balaka qui ont été accusés et on ne savait pas qui vraiment a tué la jeune journaliste. Didier Kassaye a une analyse personnelle du conflit, celle d'un témoin et d'un auteur. Souvent on parle de conflits interreligieux, mais je pense que c'est juste une manipulation des gens qui veulent avoir du pouvoir. Je pense que maintenant, les gens commencent à comprendre. S'ils arrivent à comprendre, peut-être qu'il y aura un espoir de paix prochainement avec les démarches de réconciliation. Dans ce pays qui est l'un des plus pauvres du monde, traversé par un conflit d'une violence inouïe, Didier Kassaye est une exception, un survivant, une chance pour l'avenir du pays. Lise Laure, quels sont finalement les grands auteurs de la bande dessinée africaine? Mais là, le sujet sur la bande dessinée africaine est assez vaste. Il y a un auteur qui retient l'attention, c'est Barli Barouti, qui est vraiment ce grand auteur congolais, qui a 55 ans, qui est métis et qui a fait beaucoup de choses, qui a travaillé dans tous les pays. Mais il y a deux situations qu'il faut bien distinguer. Ce sont les auteurs qui sont en France, d'origine africaine, qui sont en Europe, et ceux qui sont sur le continent, comme Didier Kassaye. Ouais. Voilà. Ceux qui sont en France, les plus connus, c'est donc Barouti. Il y a un Béninois qui s'appelle Hector Sonon, qui a été publié chez Casterman. Il y a également un Gabonais, Paé, qui a parlé beaucoup de la condition des albinos, mais ils ne sont pas nombreux. Il y a Marguerite Aboué aussi maintenant, qui vit en Marguerite France. Aboué, mais Marguerite Aboué est scénariste. C'est son mari, je pense, Clément Aubrerie, qui dessine. C'est Aya Deyoukougou. La grande. Est-ce que c'est vrai, Lise Laure, que l'essentiel quand même de la tonalité de cette bande dessinée, c'est d'être quand même très contestataire? C'est assez contestataire. Ce qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai préparé ce dossier, c'était de voir que dans le premier salon de la bande dessinée qui s'est déroulé en France en 2010 à Montreuil, le thème c'était colonisation, décolonisation de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les BDistes africains... C'est Amor Tintin, quoi. Voilà, c'est Amor Tintin. On a envie de se réapproprier la bande dessinée. Mais il n'y a pas que ça, mais il y a aussi le fait que la BD en Afrique a été utilisée à des fins qui étaient institutionnelles à une époque, et par conséquent, c'était la seule manière dont on connaissait la BD, c'était pour faire passer des messages, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sanitaires, qu'ils soient ce que vous voulez. Et il y a cette émancipation-là qui est nécessaire aussi, au-delà simplement de l'image, on va dire, colonialiste de Tintin. Il faut se réapproprier ce 9e art pour en faire quelque chose d'autre que de la manière dont on l'a connu pendant quelques décennies. Est-ce qu'en Belgique, Alain Tintin et Hergé est considéré justement comme un auteur colonial? Oui, il y a de temps en temps, mais on en a parlé ici, il y a de temps en temps des procès contre Tintin au Congo, etc.
Mais enfin, ça reste quand même ultra minoritaire. Moi, je préfère l'attitude positive que toute une série de scénaristes ou de dessinateurs de bandes dessinées d'origine africaine ont. Et notamment, on parlait de Barli Barouti à l'instant. Eh bien, au Centre belge de la bande dessinée à Bruxelles, il y a une exposition rétrospective, et notamment autour de la sortie de son nouveau livre qu'il a illustré, Madame Livingstone, Congo, la Grande Guerre. Et c'est l'histoire de la guerre de 14-18 dans la région des Grands Lacs en Afrique. Donc c'est un point de vue complètement différent sur quelque chose que l'on ignore, je crois, assez généralement ici. Cette guerre a été présente sur le continent africain. Elle est racontée aussi. Ce n'est pas un roman de guerre, hein, c'est vraiment le fond autour de la vie des gens et la manière dont ça s'est passé, là-bas. C'est très intéressant, c'est surtout très neuf. Et en même temps, c'est en effet branché sur la réalité telle qu'on peut la vivre aujourd'hui. Je vais l'offrir à Guillaume qui commence. Est un grand amateur de bande dessinée. On va le passer par Michel. Mais maintenant, Michel, ouvrez-le. J'ai le droit, merci. Le point de vue justement de nos amis du Canada. Moi, ce que je trouve très intéressant, en tout cas dans ce qu'on peut voir de l'extérieur, parce qu'il faut dire qu'un grand problème de la BD africaine, c'est la distribution. Oui. Parce que moi, j'ai fait une recherche au Québec, c'est extrêmement difficile de trouver des livres. Il y en a quelques-uns. Aya des Yopougon, voilà, qui est un bon exemple, qui est quand même assez populaire, qui vend un peu. Mais quand on veut aller plus loin dans ces auteurs-là, ils sont très difficilement disponibles. En Afrique, cependant, il semble y avoir vraiment beaucoup de festivals qui s'intéressent à ça, des festivals très populaires. Et d'ailleurs, ces jours-ci, il y en a un, c'est le Festival panafricain de la BD d'Alger. Oui. Et le programme est fabuleux et ça dépasse. Et là, c'est déjà ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que la BD, c'est une porte d'entrée pour parler du sida, c'est une porte d'entrée, on le dit, pour parler de la décolonisation, mais aussi de l'émancipation de la femme. D'ailleurs, Aya des Yopougon, c'est un bon exemple de ça. Alors, on se rend compte qu'actuellement, la BD en Afrique, on a parlé de la colonisation, mais après ça, il y a eu les dictatures, parce que tous ces BDistes-là faisaient des caricatures dans les journaux. Ils ont été poursuivis, ils ont été battus. Il y en a certains qui ont été battus. Et là, on assiste vraiment à une floraison, parce que là, les dictatures commencent à s'en aller. Il y a une certaine liberté de parole, notamment au Sénégal, où il y a une BD qui est très forte. Mais le gros problème qu'ont les BDistes africains, c'est le problème de la formation. Parce qu'on n'a quasiment pas d'école. Il y a une seule école qui est au Maroc, à Tétouan. Mais sinon, par exemple... Il y en a une en Afrique du Sud aussi. En Afrique du Sud, avec d'ailleurs, beaucoup sont issus de ce qui s'appelle... Je sais qu'il y a une bande dessinée qui s'appelle Bitter Comics, qui marche très bien, qui a été créée juste après l'apartheid. Mais d'une façon générale, c'est tout le monde se débrouille, c'est le système D. Et beaucoup de bandes dessinées, on voit que les scénarios sont très faibles. Et donc, beaucoup ne sont même pas coloriés. Est-ce que c'est vrai que c'est une carrière aussi qui n'est pas reconnue? Les BDistes sont pas très... on n'aime pas ça d'en avoir dans notre famille, savoir que quelqu'un est BDiste? En fait, c'est mieux d'être footballeur. C'est en fait un art mineur. Malheureusement, c'est partout, c'est mieux d'être footballeur. C'est devenu une invasion mondiale. Vaut mieux être footballeur que BDiste. Mais ce qui est bizarre, c'est la façon dont même en Afrique, on conçoit la bande africaine. C'est-à-dire que la bande dessinée, c'est pour les enfants. C'est-à-dire que quand un adulte voit ça, moi j'étais samedi en acheter une, la dame, elle me dit « Oui, c'est bien, mais les dessins, ça c'est pour les enfants. » Donc il y a la lecture qui est la lecture littéraire qui est bien, mais la lecture de plaisir, on ne l'aime pas. Donc le fameux roman graphique, là, il n'est pas encore reconnu. Non, il n'est pas reconnu. Alain, mon cher Alain, vous qui êtes justement dans la patrie de la bande dessinée, parce que c'est vrai qu'il y a une tradition en Belgique, on en est où aujourd'hui ? Écoutez, la bande dessinée a quand même quelques petites difficultés. Hein. Ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. C'est vrai que, notamment sur le public jeune, il y a la concurrence de tout le reste. Le jeu vidéo. Mais le jeu vidéo, c'est aussi quelque part de la bande dessinée. Hein. Donc, il ne faut pas voir les choses de façon figée. La bande dessinée a su se diversifier, s'adresser à des publics différents. Il y a des grands auteurs aujourd'hui qui sont l'équivalent de Franquin, d'Hergé. Ils n'ont plus, évidemment, le même retentissement universel. Il y a aussi le problème de la transition numérique de la bande dessinée sur tablette, etc. Ça plaît à certains, moins à d'autres. Ce n'est pas aussi évident. La bande dessinée connaît ses difficultés, mais je pense que le 9e art, comme on l'appelle, il va rester, quelles que soient ses déclinaisons futures. Michel, puisqu'on parle évidemment de cette bande dessinée africaine, de la version
ou plutôt d'une des origines, c'est-à-dire la Belgique, votre voisin? Est-ce qu'il y a de grands auteurs suisses, comme il existe Enki Bilal en France, même s'il est originaire d'Europe centrale? Alors au niveau de la popularité, il y a bien sûr Zep, avec Titeuf, qui vend des millions et des millions et des millions d'albums. Et puis puisqu'on parlait de patrie, il faut quand même rappeler, Cocorico Helvète, que la BD est née en Suisse. Rodolphe Töpffer, 1830 et quelques, c'est lui qui a posé les bases de la BD dans les premiers bouquins. C'est bon vieux Rodolphe. Ben ouais, ça vient de là, ce qui est assez croquignolé quand même. Après, bien sûr, historiquement, c'est la Belgique qui est là. Non, en Suisse, il y a une vraie tradition de la BD avec Cosé, avec Seppi, avec Zeb, maintenant avec des auteurs plus récents qui sont Tirabosco ou bien Vazem, par exemple. Je ne connais pas. Voilà. Mais pour en revenir à l'Afrique tout à l'heure... D'où l'intérêt de regarder 200 millions de critiques. Évidemment qu'on préfère être footballeur aussi plutôt que BDiste en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on ne gagne pas sa vie avec la BD. Pourquoi est-ce qu'on ne gagne pas sa vie? Parce qu'on n'arrive pas à diffuser suffisamment. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à diffuser suffisamment? Alors, ode à une sorte d'universalisme, parce qu'évidemment, il n'y a pas les structures. Mais en plus, parce que comme la BD africaine aujourd'hui est quand même très ancrée dans sa culture et à raconter ça, et qu'il y a un désintérêt qui est juste monumental en général en Europe pour les cultures africaines, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Il n'y a qu'à regarder un JT ou essayer de passer un JT sur l'actualité en Afrique, on vous dira mais ça n'intéresse personne, on ne va pas parler de ça. Et par conséquent, aujourd'hui, c'est compliqué de sortir des frontières au niveau éditorial, en plus de l'aspect, on va dire, purement Vous ressentez ça, pratique. Quand on parle de l'actualité africaine, c'est souvent une actualité assez sombre avec les guerres. Et je pense que d'ailleurs, l'un des succès, par exemple, de Aya de Yopougon, c'est que Marguerite Aboué parle un peu de la Côte d'Ivoire d'il y a 10 ans, parce qu'elle est arrivée en France, elle avait 12 ans. Et en fait, elle nous parle de cette jeune étudiante qui veut devenir médecin. Contre les volontés de son père. Contre les volontés de son père, Ignace, qui a plein de maîtresses. On est dans un quartier très chaud d'Abidjan, à Yop City, donc Yopougon. Et dans cette Afrique-là, beaucoup se reconnaissent parce que c'est cette Afrique-là qu'on aime. Mais c'est vrai que quand on a, par exemple, Didier Kassai, qu'on a vu tout à l'heure, qui va nous parler de 10 ans de difficultés de guerre en République centrafricaine, et on voit les conditions dans lesquelles il travaille, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est vraiment un sacerdoce que de faire ce métier. N'oubliez pas de tweeter, ça nous fait extrêmement plaisir de partager cet intérêt pour les sujets que nous étudions avec vous, et puis de participer grâce au site de TV5 Monde. Alors, Africa Bulle, Festival de la bande dessinée de Montréal, la BD algérienne à l'honneur. Afrique-Actu, tourne-disque, une BD lumineuse sur l'Afrique, la musique et l'amitié. Je ne connaissais pas Tourne-disque, vous connaissiez? Non, je ne connais pas Tourne-disque. On découvre. La BD ivoirienne, donc scénario de Marguerite Aboué, on en a parlé tout à l'heure. C'est souligné par Le Bru et Angeles Jurado, Didier Kassai, donc, qui est aimé par cette personnalité qui nous envoie ce tweet. Vous devez donc participer non seulement en tweetant, mais en envoyant vos commentaires sur TV5 Monde. Ça nous fait tous les 5 extraordinairement plaisir. Lise-Laure, vous avez un coup de cœur? Oui, j'ai un coup de cœur. Je voulais parler d'un film qui m'a beaucoup touchée, qui est sorti le 10 septembre en France, qui s'appelle On a grévé. C'est un film d'un cinéaste français, Denis Guerbande, qui parle en fait du combat d'une vingtaine de femmes africaines qui sont peu instruites, qui sont des femmes de chambre et qui ont décidé d'attaquer leur employeur, de dénoncer parce qu'elles travaillent de 9h à, je ne sais pas, à 22h, et elles vont, et il va planter sa caméra devant leur bureau pour interpeller leur employeur et leur dire on en a marre de travailler. Donc beau film. Très beau film, et ça, c'est magnifique parce que ces femmes analphabètes qui n'ont jamais grévé disent nous on voit la grève qu'en France, et elles font ça avec beaucoup de joie et de détermination. Mathieu, vous qui fûtes la star de cette émission grâce à Xavier Dolan, votre talent à Ubisoft, vous aimez quoi? En fait, je voudrais continuer sur notre sillon de BD pour vous faire découvrir une petite maison d'édition, parce qu'au Québec, c'est un style aussi qui est en train d'éclore. On a notre grande star au Québec qui s'appelle Michel Rabagliati, dont le héros, Paul, est en train de faire l'objet d'un film, d'ailleurs. Ça va être une première au Québec. Le tournage est actuellement, se déroule actuellement. Et c'est une petite maison d'édition qui a été fondée par un BDiste que j'adore, qui s'appelle Luc Bossé. Retenez ce nom-là. Sa maison d'édition s'appelle Pow Pow, donc comme l'interjection. Et il y a une BD qui vient de sortir qui est absolument délicieuse. On parlait du cinéma populaire de Xavier Dolan tout à l'heure. Eh bien là, c'est le Montréal populaire. Ça s'appelle Chronique du Centre-Sud. Et l'auteur, c'est Richard Suicide. Allez faire un tour sur le site des éditions Pow Pow pour voir ça. Ça vaut la peine, et c'est pour découvrir vraiment un Québec insoupçonné,
par les cases. Alain. Eh bien, moi, c'est un groupe algérien qui s'appelle Babylone. Ils ont sorti un album il y a quelques mois. La chanson phare, oui, c'est de la musique. La chanson phare de cet album, c'est Zina. Et elle a été postée sur YouTube. Et actuellement, elle a eu déjà plus de 30 millions de vues sur YouTube. Alors, pour vous donner un point de comparaison, Papa Outé de Stromae, grosse machine, c'est 185. Donc voilà un groupe que personne ne connaît dans nos pays, etc., mais qui, grâce à YouTube, a pu toucher un public qui dépasse largement les frontières de son pays. C'est énorme. Et ça montre bien que YouTube, quoi qu'on en dise, pour des petits groupes, ils sont produits ici, ils se sont produits ici. Et donc, ça montre bien que pour tous ces groupes de pays qui ne sont pas les États-Unis ou la Grande-Bretagne, etc., YouTube peut aussi être une opportunité de se faire connaître. Le coup de cœur de Michel. Dans un souci d'ouverture permanent, puisqu'on parlait de BD canadienne, Magasin Général, lisez Magasin Général, c'est sublime. Et puis sinon, plus helvétique, à la recherche de Peter Pan, Causé, c'est en trilogie, c'est une intégrale désormais, il y a son site, c'est www.causé-bd.com. C'est une merveilleuse histoire qui se passe dans les Alpes valaisannes, en Suisse, il y a de la poésie, il y a du mystère, le dessin est sublime, le scénario est intéressant, voilà, magnifique. Et mon coup de cœur, mon modeste coup de cœur, il s'agit de Romain Gary. Alors c'est un peu ancien, Romain Gary, mais il a donné un grand entretien à Radio-Canada qui vient de ressortir. Donc mon cher Mathieu, on en parlera dans une autre émission. Ce grand romancier qui vient des pays de l'Est, qui a vécu en Pologne, qui est passé par Nice, qui a été aviateur, Grand Croix, donc compagnon de la Libération, Grand Croix de la Légion d'honneur. Et donc qui a eu ce double concours. C'est un phénomène unique en France, lui, et puis sous le nom d'Émile Ajar, l'auteur des Racines du ciel, grand roman sur l'Afrique, justement la défense des éléphants, la promesse de l'aube. Et donc il raconte sa vie, et moi il y a une scène que j'ai adorée. Il arrive à Londres après des péripéties extraordinaires, parce qu'il écrit, mais avant de devenir diplomate, il a d'abord été militaire, aviateur, c'est la guerre, donc la vraie, pas le truc j'allais dire de l'intellectuel bidon. Lui, il a vraiment été combattre partout, il monte dans des avions, enfin il raconte tout ça dans cet entretien que vous allez nous ramener. Et à un moment, il va voir le général de Gaulle à Londres. Alors il arrive devant le général de Gaulle, il était très beau, Romain Gary, hein. Et il est très intimidé par le général de Gaulle. Ils ont un entretien et il sort, mais on sent qu'il sort un peu en reculant parce qu'il n'ose pas, il ne sait pas très bien quoi faire. Et de Gaulle le regarde et lui dit « N'oubliez pas de vous faire tuer ». Ce que je trouve absolument génial. Il est mort, ce cher et triste Romain Gary, donc c'est évidemment humoristique. De Gaulle était quand même un type inouï. Et il est mort quelques temps après cet entretien que vous allez nous permettre de découvrir. On parlera de l'œuvre protéiforme de Romain Gary. Donc, c'est Le sens de ma vie, c'est chez Gallimard. Et c'est un petit livre de 120 pages avec une préface de Roger Grenier. Et bien voilà, nous avons terminé. Il fait beau, c'est TV5 Monde. C'est 200 millions de critiques. Et il n'est pas impossible que nous revenions en présence de Dieu. Nous n'avons pas le mobile, ni les uns ni les autres, la semaine prochaine.